Dans cet exercice, on s'intéresse à la cinétique de l'hydrolyse de l'urée. Dans une première partie, des questions sur la vitesse de réaction et le temps de demi-réaction. Et dans une deuxième partie, on s'intéresse à l'influence d'une enzyme sur la vitesse de réaction. On rappelle dans la première question la définition de la vitesse de disparition de l'urée qui est égale à l'opposé de la dérivée temporelle de la concentration d'urée à l'instant t. Vitesse que l'on souhaite déterminer dans la question 2 à l'instant t égale 500 jours. Pour cela, on rappelle que la dérivée temporelle de la concentration à l'instant t n'est autre que le coefficient directeur de la tangente à la courbe à cet instant. Et donc la vitesse est l'opposé de ce coefficient directeur, opposé à cause du signe moins. On trace la tangente à la courbe à l'instant t. On rappelle la définition du coefficient directeur de la tangente, yb moins ya sur xb moins xa, où a et b sont deux points pris sur la droite, les plus éloignés possibles pour avoir plus de précision. Et toujours dans un souci de précision, on détermine YA, l'ordonnée du point A, en faisant un schéma réalité. La plus grande graduation 0,120 mol par litre correspond sur le schéma à une longueur mesurée à la règle de 5,8 cm, mesurée depuis la graduation 0 jusqu'à la graduation 0,120. YK correspond sur le schéma à une longueur, là encore mesurée à la règle, de 3,3 cm. On pose le produit en croix pour calculer YK, soit 3,3 fois 0,120 divisé par 5,8, soit 0,068 mol par litre. On remplace les coordonnées des points A et B par leurs valeurs lues sur le graphique. On divise des mols par litre par des jours. La vitesse s'exprimera donc en mol par litre par jour, soit ici 6,8 10-5 mol par litre par jour, soit encore 68 micromoles par litre par jour. On souhaite vérifier que cette valeur est cohérente avec la figure 2. Pour cela, on relève sur le graphique de la figure 1 la concentration correspondant à 500 jours, soit 0,033 mol par litre, une valeur qui est intermédiaire à celle de ces deux points expérimentaux, et la valeur de vitesse que nous avons calculée est intermédiaire également aux vitesses de ces deux points expérimentaux. La valeur calculée est donc cohérente avec la figure 2. Pour savoir si la transformation est totale, on regarde la concentration d'urée et l'on voit que cette concentration tend vers 0 dans l'état final. C'est donc que l'urée est le réactif limitant et donc, par définition, cette transformation est totale. Par définition, une transformation totale est une transformation qui s'arrête dès lors qu'un des réactifs a disparu, ce qui est le cas ici avec l'urée. La concentration d'urée approche la valeur 0 vers environ 2500 jours. Cette transformation est donc finie au bout d'environ 7 ans. On peut donc considérer qu'elle est très lente. Pour la cinquième question, la concentration initiale d'urée se lit graphiquement ici égale à 0,100 mol par litre. On peut alors en déduire le temps de demi-réaction qui est par définition le temps au bout duquel la concentration d'urée est égale à la moitié de sa valeur initiale. On repère la moitié de la concentration initiale sur le graphique et à l'aide de construction graphique et de la courbe, on en déduit le temps de demi-réaction que l'on va déterminer à l'aide d'un schéma réalité. L'axe des abscisses a pour plus grande graduation 3500 jours qui correspond sur le schéma à une longueur de 7,3 cm mesurée depuis l'origine. Le temps de demi-réaction correspond sur le schéma à une longueur mesurée à la règle de 0,7 cm. On pose le produit en croix. T1,5 égale 0,7 fois 3500 divisé par 7,3, ce qui nous donne un temps de demi-réaction d'environ 300 jours. L'objectif de l'hydrolyse de l'urée est de pouvoir titrer les ions ammonium NH4+, issus de l'hydrolyse, pour pouvoir remonter à la concentration d'urée. Or, cette hydrolyse, comme on l'a vu, est très lente. Il faudrait attendre en effet environ 7 ans avant de pouvoir titrer les ions ammonium. On en déduit donc que, telle quelle, cette méthode ne convient pas. Pour la septième question, on voit sur la figure 2 que la vitesse de disparition de l'urée
en fonction de l'urée est une fonction linéaire, c'est-à-dire que les points s'alignent sur une droite qui passe par l'origine. On en déduit donc que la vitesse de disparition est proportionnelle à la concentration de l'urée, ce qui traduit une loi de vitesse d'ordre 1 pour la concentration de l'urée, K étant la constante de proportionnalité et qui est la constante de vitesse que l'on détermine dans la question suivante. Constante de vitesse qui correspond au coefficient directeur de la droite. On applique la formule YB moins YA sur XB moins XA en prenant A à l'origine et grand B ici. On remplace les coordonnées par les valeurs lues sur le graphique. Au numérateur, des moles par litre par jour et au dénominateur, des moles par litre. Les moles par litre se simplifient, il reste jour moins 1. K s'exprimera donc en jour moins 1, soit ici 2,3 10 moins 3 jour moins 1. On souhaite établir ici la relation entre T1,5 et la constante de vitesse K. Pour cela, on rappelle que la concentration d'urée suit une loi de vitesse d'ordre 1, c'est-à-dire que la concentration d'urée décroît exponentiellement, ce que traduit l'expression concentration d'urée à l'instant t égale concentration initiale fois exponentielle de moins K fois T, où K est la constante de vitesse. On écrit cette expression à l'instant particulier T1,5 où la concentration d'urée est égale à la concentration initiale divisée par 2. Dans le deuxième membre, on remplace T par T1,5. Il s'agit ici d'isoler T1,5. Dans un premier temps, on divise de chaque côté par la concentration initiale. Et afin d'avoir un exposant de l'exponentielle positif, on inverse l'égalité. L'inverse de 1,5, 2. Et l'inverse d'exponentielle de moins kt1,5, exponentielle de plus kt1,5. Et enfin, afin d'isoler kt1,5, on applique de chaque côté la fonction ln, qui est la fonction inverse de la fonction exponentielle. On en déduit alors que ln de 2 est égal à k fois t1,5. On isole alors t1,5 en divisant de chaque côté par k. Et on retrouve bien la relation demandée. Dans la 10e question, on s'intéresse à cette même hydrolyse, mais avec une enzyme, l'uréase. Et on voit d'après le tableau que la constante de vitesse sans uréase est très inférieure à celle avec uréase. Or, d'après la relation liant T1,5 et la constante de vitesse K, on voit que les deux sont inversement proportionnels. On en déduit donc que le temps de demi-réaction avec uréase est très inférieur à celui sans uréase. Or, un temps de demi-réaction est d'autant plus petit que la vitesse de réaction est grande. On en déduit donc que l'hydrolyse de l'urée est accélérée en présence d'uréase. Et l'énoncé nous dit que l'uréase est totalement régénérée à la fin de l'hydrolyse. On en déduit donc que l'uréase joue le rôle d'un catalyseur. Et enfin, pour comparer les échelles de temps relatives à l'hydrolyse de l'urée avec et sans uréase, il nous faut savoir de combien est divisé le temps de réaction en présence d'uréase. Pour cela, on calcule le rapport des temps de demi-réaction, le plus grand, c'est-à-dire sans uréase, sur le plus petit, c'est-à-dire avec uréase. Or, les temps de demi-réaction sont inversement proportionnels aux constantes de vitesse. On en déduit donc que ce rapport est égal au rapport des constantes de vitesse, cette fois-ci constante avec uréase au numérateur et sans uréase au dénominateur. On remplace par les valeurs données par le tableau et on trouve un rapport de 3,6 10 puissance 12, c'est-à-dire que l'hydrolyse voit sa durée divisée par 3,6 10 puissance 12 en présence d'uréase. Sans uréase, nous avions vu que l'hydrolyse se terminait au bout de 2500 jours, soit en secondes 2,2 10 puissance 8 secondes, fois 24 pour convertir les jours en heures et fois 3600 pour avoir la durée en secondes. On divise cette durée par 3,6 10 puissance 12 et on voit que la durée de réaction avec l'uréase n'est plus que de 5,8 10-5 secondes, c'est-à-dire 58 microsecondes. On voit là que l'hydrolyse de l'urée est pratiquement instantanée en présence de l'enzyme uréase.